Voilà, tout est dit et tout est en question. Alexandra Henrion-Claude, Code, j'y arriverai. Qu'est-ce qu'on peut conclure de cela? Qu'est-ce qu'on peut dire? Je crois qu'en fait, oui, d'abord, ce Madame Claude, je le réserve à d'autres personnes illustres, et je n'ai pas prétention à être aussi illustre que ces personnes. Hélas. Écoutez, je vous laisse seul juge. Je ne l'ai pas connu. Écoutez, c'est vrai que l'intervention d'Alain Fischer est pour moi très éclairante, c'est-à-dire qu'il dit en 4 points, d'une façon très claire, les points qui posent problème. Le premier, il parle des publications scientifiques. Pourquoi en parle-t-il? C'est parce que pour le moment, et c'est tout le problème de la maladie du système, c'est que nous reposons sur des données qui sont des communiqués de presse. Et donc, sur un communiqué de presse, je ne vois pas qui peut s'exprimer d'une façon raisonnable. Et c'est pour le moment ce dont on dispose, puisque même les protocoles sont très incomplets. Et donc ça, c'est le problème du système, parce qu'effectivement, on est dans une science archaïque, au moment où on est dans la science la plus moderne, qui est que ces laboratoires pharmaceutiques font leur compte-rendu, font leurs propres interprétations de leurs essais. Et une fois qu'ils ont donc fait leur concoctage sans que personne ne puisse intervenir. Personne extérieure. Personne extérieure. Ils le donnent aux agents régulateurs qui disent oui ou non. Alors, oui ou non, un non avec une pression collective assez monstrueuse. Mais agents régulateurs indépendants, quand même, non? Agents régulateurs qui sont l'organisme européen qui est l'EMA, European Medicine Agency, ou en France, l'ANSM, qui est l'agence de dispensation. Donc, vous voyez comment déjà, effectivement, pourquoi est-ce qu'ils regrettent le fait qu'il n'y a pas de publication scientifique? Parce que c'est un vrai problème. Nous n'avons pas accès aux détails des âges, etc. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, il sort le problème il dit que c'est un avantage, il dit on a 2-3 mois de recul. Alors, très précisément, les essais cliniques tels qu'ils sont décrits, par exemple, par Pfizer-BioNTech, c'est 28 jours à la première injection. Donc, c'est pas 2-3 mois, c'est un mois. Et c'est 6 jours à la deuxième injection. Donc on est quand même, et quand bien même on serait sur du 2-3 mois, il est évident que compte tenu de la diminution de la circulation du virus, ce n'est pas suffisant pour pouvoir se donner une... Je rappelle 0,05% de mortalité. Voilà, et alors ça c'est important parce qu'effectivement ça revient sur l'intervention de notre Premier ministre qui parle de la dangerosité et de la contagiosité, de la dangerosité pour justifier le fait qu'on soit vacciné. Et ça, c'est un vrai problème. Parce qu'en fait, on va vacciner des millions de personnes qui sont en très bonne santé et pour lesquelles la maladie ne présente pas de risque. Vous avez rappelé justement les taux de létalité qui sont donc apparentés à ceux de la grippe. Est-ce qu'on est en train de nous parler de telle campagne pour la grippe? Donc, on voit bien qu'on est comme toujours en disproportion totale avec ce Covid-19 qui rend fou. S'il y a une certitude que j'ai, c'est les aspects neurologiques de ce virus. Alors, le troisième point. Le troisième point, il parle des données incomplètes. Ça, c'est absolument crucial. Parmi ces données incomplètes, il y a de façon cuisante le fait qu'il n'y a pas dans les rapports tels qu'ils ont été construits des essais cliniques de données sur l'interruption de la transmission. Alors, ça a l'air un peu technique ce que je vais dire, mais en fait, c'est tout simple. C'est la fameuse idée de Premier ministre de « je me vaccine, je protège. Je protège les autres ». Cette idée d'altruisme, je ne vais pas critiquer l'idée de l'altruisme, sauf que ces essais cliniques n'ont pas été dessinés pour savoir quelle était la possibilité d'interrompre la transmission. Donc on ne sait pas. Donc on ne sait simplement pas. Et donc a priori, s'il y a transmission ou pas. S'il y a transmission ou pas. Donc en fait, si les gens se vaccinent pour protéger les autres, c'est une mauvaise idée. En plus, quelle est la signification de vacciner toute une population de Français qui, quand ils vont aller à l'étranger, vont aussi amener leur virus. Donc ça ne tient pas la route parce que la capacité vaccinale à proprement parler du virus dans le sens protection, de la santé publique. On ne le sait pas. On ne l'a pas. Donc ça c'est et puis le dernier aspect, il parle des infections graves.
Et ça, c'est aussi crucial, parce qu'effectivement, dans ces essais, eh bien, il y a le souci qu'on n'a aucune donnée sur le fait que ça diminue les admissions à l'hôpital, sur le fait que ça diminue les admissions en réanimation, sur finalement la diminution des formes sévères. Et quand on va dans le détail, parce que vous savez que c'est un peu... Le diable se cache dans les détails. Voilà, moi je ne suis pas une experte, mais j'aime bien le côté scientifique d'aller lire un peu tout. Eh bien, quand vous prenez le rapport de Pfizer, il vous explique quand même que vous avez chez les personnes vaccinées 1 personne sur 8 qui ont développé des formes sévères, et chez les non-vaccinés, 1 personne sur 16. Autrement dit, vous avez 2 fois moins de chances. Dans le rapport Pfizer. Dans le rapport Pfizer. Donc vous auriez donc 2 fois moins de chances, mais il faut effectivement creuser les détails. Oui, voilà. Donc vous auriez. Donc il y avait 2 fois moins de chances d'attraper des formes sévères en ne se vaccinant pas. En ne se vaccinant pas. Voilà. C'est ce que dit Pfizer. Voilà, donc c'est intéressant. Voilà, ouais. Et donc c'est pour ça que beaucoup de collègues scientifiques dénoncent l'imposture qui est invraisemblable de ce vaccin Covid et attendu comme la solution à notre survie. Eh bien, je ne crois pas que la survie de notre espèce soit conditionnée à ce vaccin. Ou alors, c'est parce qu'on nous l'aura imposé. Merci beaucoup, Alexandra Henrion.